Salut à tous et bienvenue justement à ce tour informatif ici direct sur votre télévision Grande Vision avec des chroniqueurs politiques mais également des grandes thématiques. Nous serons à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons nous interroger de quel impact justement des rencontres diplomatiques sur la situation sécuritaire. L'on assiste à plus de salons diplomatiques qui traitent sur l'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. République démocratique du Congo contre le Rwanda. Qu'est-ce qui pourrait arriver si jamais Paul Kagame, président du Rwanda, refuse de se plier au préalable posé par Félix Tshisekedi pour une possible rencontre? Quelle doit être la réponse du côté congolais? Et puis, en République démocratique du Congo, situation politique, débat public, l'Église catholique qui semble devenir la seule opposition à Félix Tshisekedi, Moïse Katumbi qui semble être en retrait, Martin Fayoulou écarté du débat, comme sur la levée du moratoire sur l'exécution de la peine de mort. L'on a juste entendu la voix de l'Église catholique. Qu'en est-il ou qu'est-ce que devenir donc l'opposition congolaise? Et cette question, nous l'adresserons principalement à Jérémy Banza, qui est donc communicateur du Parti Nouvel Élan, à qui nous disons, monsieur, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur Sefou et bonjour à tous les téléspectateurs de ces magazines ici direct et aussi bonjour et bonsoir à mon co-débatteur sur ces plateaux. Alors, donc, l'impact de rencontres diplomatiques. La diplomatie agissante de Félix Tshisekedi, qu'a-t-elle produit de concret quand on parle de la situation sécuritaire à l'Est? Ce sera une question que nous adressons également principalement à Ramsès Mouteba, qui est donc au cadre de la COPOP, une structure des intellectuels d'Elidepes. Monsieur, bonjour et bienvenue. Toujours donner la passion à l'homme congolais ou à la jeunesse congolaise d'aimer son pays avec tout son cœur et en plus de cela parler la République. Ça fait du bien et c'est vraiment un devoir, un droit qui est tout à fait noble. Alors, pas de transition, justement. On fait exception aujourd'hui. On commence avec vous, monsieur Jérémy Banza. Vous avez suivi l'actualité concernant la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Beaucoup de salons diplomatiques, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda ainsi que de la RDC réunis. Le président Félix Tshisekedi aussi est sollicité avec la médiation de l'Angola, donc de Luanda. Beaucoup, en tout cas, les chancelleries, les diplomates et autres. Mais pour quel impact, en fait, tous ces salons diplomatiques sur la situation sécuritaire en République démocratique du Congo? Comment vous évaluez, en fait, l'impact de cette action diplomatique? Merci beaucoup, monsieur les journalistes, pour cette question. Ici, d'abord de noter que la République démocratique du Congo, en tant que membre des Nations Unies, et cette structure teintée d'internationalité, notamment l'ONU, qui prône le règlement des différends, notamment par des moyens pacifiques. Et ici, quand on parle des moyens pacifiques, notamment, cette structure internationale appelle les États membres de régler leurs différends, notamment au travers une médiation, des conciliations, au travers des négociations. Et c'est effectivement dans ces cadres, même toutes les autres organisations régionales, sous-régionales se sont inscrites, vous voyez. Et ça fait que, tout naturellement, pour régler cette question de l'Est de la République démocratique du Congo, selon les droits internationaux, ça doit passer toujours par tout ce qui se passe, notamment toutes ces initiatives au niveau régional, sous-régional, qui appellent le président de la République à négocier, discuter avec son homologue, le président rwandais. Alors, ici, beaucoup plus la question maintenant, c'est quel impact de toute cette diplomatie. C'est vrai que dans une certaine mesure, j'apprécie, il faut le dire à sa juste valeur, la posture du gouvernement congolais, notamment pour chercher des solutions, des solutions pour la paix et la sécurité, notamment menant des fonds diplomatiques, fonds militaires et fonds aussi médiatiques initiés par le ministre de la Communication. Et alors, quand on regarde sur les fronts diplomatiques, effectivement, nous voyons pratiquement toutes les organisations sous-régionales sont mobilisées. Dernièrement, nous avons vu déjà le RDC a convaincu
la communauté de développement des États la SADC, australe, la SADC, a envoyé une mission pour notamment appuyer les FRDC. C'est déjà un avantage. On avait déjà une autre mission, l'EAC, qui a échoué. Et maintenant, qu'en est-il de l'impact? L'impact à ce niveau jusque-là, il est encore, en tout cas, négatif. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la situation sécuritaire à l'est de la République continue à se dégrader. Bien que même dernièrement, il y a eu le président en exercice même de cette communauté East African Community, le président du Sud-Soudanais, je crois, Salva Kiir, il est venu notamment aussi pour le même objectif, de chercher des solutions, notamment en termes de comment pacifier l'Est de la République démocratique du Congo et aussi toute la région. Mais ici, il faut les noter que permettez que je chute par là, il faut noter que tous ces processus n'est qu'un énième processus parce qu'il y a eu d'autres précédents, notamment, rappelez-vous des processus de Luanda, de Nairobi, qui sont restés pratiquement le M23 et toute ça. Personne n'a respecté, vous voyez. Et donc, à ce stade ici où nous sommes, voire même le processus de Luanda qui avait, où était M. Kagame et le président de Félix Tshisekedi, où il y a eu une feuille de route, mais le Rwanda s'est foutu de nous. Vous voyez. Donc, à ce stade ici, le plan, c'est vrai, sous le plan diplomatique, il y a des avancées, mais le résultat, l'impact est en tout cas négatif. Monsieur Ramses Moutewa, l'impact négatif, c'est le constat de Monsieur Jérémy, même s'il reconnaît quand même quelques avancées. Et vous êtes parmi ceux qui gèrent ces pays, puisque vous êtes des partis au pouvoir. Vous avez inventé la diplomatie agissante. C'est les mots que vous utilisez pour qualifier donc l'approche diplomatique du président de la République. En quoi aura-t-elle servi pour pacifier l'Est de la RDC aujourd'hui? Merci beaucoup, M. Jean-Claude. Vous allez comprendre avec nous ici, lorsqu'on parle de la diplomatie agissante, cette diplomatie agissante, aujourd'hui, on devait peut-être parler du chaos dans notre pays. Aujourd'hui, il est question de bien étudier, bien analyser la situation de l'Est du pays. Il y a toutes les organisations gouvernementales, les organisations internationales, sous-régionales et régionales. La mission principale également de l'ONU, c'est la paix. Chercher la paix par les voies diplomatiques. Et donc, si vous lisez la charte de l'ONU du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre que c'est une mission, une organisation qui pousse les pays à chercher la paix. Mais par contre, c'est juste les écrits. Ce qui s'est fait en dessous, c'est autre chose. Et par rapport à tous les salons diplomatiques que nous voyons par rapport à la situation de l'Est du pays, nous comprenons que l'homme blanc veut tourner l'homme congolais en bourrique. Pourquoi? Je vais éclaircir un élément très capital. Vous savez, avec tout ce qui se passe à l'Est du pays, il y a les jours qui passent, les mois passent, et par rapport au développement de notre pays, le gouvernement est beaucoup plus concentré pour la sécurité à l'Est du pays. Et donc, tous les efforts à fournir, vous allez comprendre avec nous que le gouvernement fournit beaucoup d'efforts pour instaurer la paix à l'Est du pays. Mais au moment où le pays a des priorités, il y a l'infrastructure. Pour qu'on vous comprenne bien, il y a une interférence. D'accord. Il y a l'infrastructure, il y a beaucoup de priorités dans notre pays. Mais par rapport à toutes les démarches menées par la communauté internationale, la communauté sous-régionale et la communauté régionale, c'est une démarche qui tend vers les freins pour que la RDC ne décolle pas. Vous pensez que les organisations freineraient la RDC? Bien sûr que oui. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les rencontres, tous les salons diplomatiques, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, nous devons reconnaître ses efforts au niveau de la diplomatie. Il a tout fait pour que Kagame accepte de négocier, non seulement de négocier, de récupérer ses troupes et ses brebis. En quelque sorte, je peux dire des brebis. Mais Kagame, à un certain moment, il est resté sur ses gardes. La demande ou ce que le président de la République a dit, il a posé les préalables pour rencontrer Kagame. Et je pense qu'à mon humble avis,
Kagame ne va pas céder. Pourquoi? La première des choses, c'est la même communauté sous-régionale, régionale et la communauté internationale, sous prétexte qu'ils viennent nous amener la paix, ils poussent Kagame à endurcir son cœur pour ne pas céder à la pression de la République démocratique. Et pourquoi on les rencontre alors, les autres? Parce qu'on sait que... Nous sommes encore sur la voie diplomatique. Pourquoi? Parce que la guerre ne se gagne pas seulement avec les armes. Il y a des aspects à ce qui concerne la guerre. Il y a le premier aspect, c'est l'aspect diplomatique. Le deuxième aspect, lorsque l'aspect diplomatique n'a pas donné un bon résultat, à ce moment-là, on passe au deuxième aspect qui est l'aspect militaire ou les armes. Ici, nous, on ne veut pas d'abord déclencher la guerre. Pourquoi? Parce que nous connaissons les tenants et les aboutissants de déclencher la guerre. Et par rapport à notre pays, la situation que nous vivons ici, l'incertitude qui règne dans les rangs militaires, des hauts militaires ou les hauts officiers. C'est pour cela que nous préférons d'abord aller sur le plan diplomatique, la voie diplomatique. Mais à un certain moment, lorsque nous allons constater que cette voie n'apporte pas une bonne solution pour l'instauration de la paix dans notre pays, à ce moment-là, nous allons passer par la voie des armes. Mais tous les salons diplomatiques, ça et là, sous la médiation de tel ou tel autre pays, certes, c'est bien, nous acceptons. Parce que dans les relations internationales, les pays, les nations n'ont pas d'amitié. Ce n'est que les intérêts qui priment. Quand vous regardez très bien les stratégies menées par la communauté régionale, la communauté sous-régionale, il y a les intérêts. Lorsqu'ils voient que leurs intérêts deviennent offusqués, leurs intérêts deviennent bloqués, à ce moment-là, ils poussent le gouvernement congolais, ils poussent le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à aller à la négociation avec Paul Kagame. Merci. Pourquoi aller à la négociation avec Paul Kagame? Parce que Paul Kagame également ne va pas accepter si facilement de récupérer ses poulets, mais il va également poser des conditions. Les conditions-là, nous risquons de rentrer dans la même logique d'insertion, d'infiltration, de mixage. Or, la politique de braquage, mixage, ça ne marche pas aujourd'hui avec la stratégie que le président de la République a apportée. Oui. Nous sommes un peu patients, nous allons dans la même voie, dans la même direction. S'il faut rencontrer Kagame par rapport à l'instauration de la paix dans notre pays, nous allons le faire. Merci, monsieur. Mais il doit également accepter les conditions et les préalables posés par Félix Antoine Tshisekedi. Alors, monsieur Jérémy, voilà, les préalables. Et Kagame, dans une interview qu'il a accordée à Jeune Afrique, il a aussi posé ses propres préalables, disant qu'il ne va pas retirer aussi longtemps qu'il n'a pas aussi des garanties et que le président de la République revienne, Félix Tshisekedi, bien sûr, revienne sur ses déclarations d'envahir le Rwanda. Que faire maintenant pour que l'action diplomatique devienne efficace, puisque vous l'avez dit que jusqu'ici les impacts sont plutôt négatifs. Comment faire pour que cette action diplomatique, puisque c'est la voie privilégiée par les deux parties, devienne plus efficace et que les résultats soient trouvés? La première des choses ici, il faut se mettre dans la posture d'un État qui, sa souveraineté ne peut pas être tronquée, ne peut pas être boutiquée, ne peut pas être vendue. Je le dis en connaissance des causes, c'est-à-dire que si la République démocratique du Congo, en se mettant sous la table des négociations avec un État étranger, ici on fait allusion au Rwanda, et que la République démocratique du Congo négocie à une position de faiblesse, c'est-à-dire que, parce qu'en relation diplomatique, on essaie d'observer au travers les comportements, au travers les tacts de chaque représentant d'un État X ou Y. On le voit dans les yeux. Est-ce que ceux qui sont autour d'une table avec nous sont-ils à même d'accepter certains points et de refuser d'autres? Et ça doit beaucoup plus émaner. C'est vrai qu'il y a déjà une volonté manifeste, notamment de côté de l'armée de la République démocratique du Congo, de toute forme de logistique pour que cette armée soit à même de se défendre aux
pour défendre l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Vous voyez, et au-delà de ça, la question de faire que l'armée soit privilégiée. Vous voyez, à chaque fois qu'on va faire appel à la SADC, hier c'était l'African Eastern Community, aujourd'hui c'est la SADC, en quelque sorte, c'est une sous-traitance de cette question, même des souverainetés de la République démocratique du Congo. Mais la guerre, souvent on ne peut pas gagner seul la guerre, on a besoin des alliés. C'est vrai qu'on ne peut pas gagner seul, mais le principe veut qu'on puisse mettre des moyens conséquents, okay, à son armée, à ses troupes, pour permettre que ceux-ci puissent être à même de mener quand ils sont au front, qu'ils ne puissent pas s'inquiéter de quoi que ce soit. Nous ne cessons pas de le dire ici. Nous pouvons voir des vidéos de quelques éléments de nos forces armées qui se plaignent de manque de ceci ou de cela. Et vous pensez qu'avec ça, ils vont vraiment être motivés pour attaquer comme ils doivent attaquer? Vous voyez qu'à un certain moment, ils ne sont pas beaucoup plus, comment je peux le dire, qu'on leur donne tout ce qu'il faut. Et ça, c'est beaucoup plus une obligation qui revient au gouvernement, de mettre tout ce qu'il faut à la disposition de l'armée congolaise. Si cette armée est motivée, je crois que même on n'aura pas besoin de faire appel à... C'est d'ailleurs ça, la question, est-ce qu'aujourd'hui la piste diplomatique doit-elle être abandonnée par l'État congolais? Non, la piste diplomatique ne doit pas être abandonnée par l'État congolais. Mais par contre, cette piste diplomatique, elle doit beaucoup plus être renchérie par le poids de nos FARDC. Vous voyez, parce qu'il s'est fait que quand on remarque sous le front, on voit qu'il y a des tâtonnements. On voit que l'armée n'est pas à même de se défendre convenablement. On voit que l'armée, à chaque fois qu'elle gagne un territoire, une cité, c'est après le lendemain qu'on voit que l'armée ou les troupes ou les rebelles viennent de mettre l'armée voire même ce qui est pire aujourd'hui, que quelque chose que nous nous indignons, de voir que même là qu'il y a le déplacé, dans les cités où il y a des déplacés, il y a des troupes de forces étrangères ou des forces ennemies de la République qui viennent tuer encore ces paisibles citoyens. Et ça, vous voyez que l'armée de la République démocratique du Congo, voilà la question de mettre beaucoup plus ce qu'il faut, et ça va encore outiller la diplomatie. Mais si cela n'est pas fait, nous serons toujours en train de négocier en position de faiblesse et ça ne va pas nous amener nulle part. Merci. Voilà, une bonne piste d'ailleurs. Monsieur Ramsès, on pousse le Congolais ou l'État congolais à négocier avec son agresseur aujourd'hui. Une idée déjà abandonnée par monsieur Félix Tshisekedi pendant sa campagne. Il disait qu'il ne va jamais rencontrer Paul Kagame, mais il est obligé de le faire puisqu'il y a quand même un fait. Ce n'est pas parce qu'on est aussi faible sur le terrain que les diplomates nous demandent de négocier. Merci beaucoup, M. Jean-Claude. Ici, il est question de la sécurité nationale. Okay. Ce n'est pas une question individuelle. Et en plus de cela, si vous constatez très bien, c'est la souveraineté de la République qui est violée. Parce que Paul Kagame lui-même reconnaît. Depuis tout ce temps, ici, il disait que non, c'est pas moi. Mais là, il a confirmé que pour récupérer, pour retirer. Et donc, il vient de confirmer toutes les accusations posées par le gouvernement congolais, posées par les organisations non gouvernementales, posées par l'ONU, posées par la MONUSCO, que c'est lui qui est le patron des mouvements rebelles à l'est du pays. Mais lorsque nous constatons que la souveraineté nationale est violée, qu'est-ce que nous devons faire? Bien sûr que oui, nous sommes régis par la Charte des Nations Unies. Comme nous sommes membres, nous n'allons pas également refuser cette voie diplomatique. Nous acceptons volontiers d'aller dans cette voie diplomatique. Mais sans oublier que c'est la souveraineté nationale qui est violée. Et lorsque vous constatez très bien par rapport à tout ce qui se passe, si Kagame jusqu'à aujourd'hui, il a même le courage de dire que s'il faut le faire, le gouvernement doit également accepter. Et c'est-à-dire que derrière lui, un petit pays, une petite nation, on comprend que c'est la même communauté internationale qui fait semblant de pousser Félix Antoine Tshisekedi à la négociation. C'est la même communauté qui finance Paul Kagame. Voilà que même cette question au niveau de l'Union européenne, l'Union européenne est divisée par rapport à la question de l'Est du pays. Pourquoi? Parce qu'il y a ceux-là qui ont compris que
il y a certains pays ou certaines nations qui financent les tueries à l'est du pays. Comment expliquer que par rapport à tout l'arsenal militaire qu'on a aujourd'hui, mais nous sommes incapables de pousser, nous sommes toujours offensifs, mais nous devons maintenant attaquer. Il dit qu'il n'y a pas de moyens conséquents mis à la Les disposition moyens, de l'armée. il y en a. Les moyens, il y en a. Mais jusque-là, c'est un peu insuffisant. Voilà. Parce que le budget de l'armée, c'est déjà au-delà de 1 milliard de dollars, c'est beaucoup. Mais c'est juste une question de savoir manager avec ce budget-là. Pourquoi manager? Il y a une question de gestion qui entre en jeu et la trahison. On peut avoir toutes les armes possibles, toutes les armes nucléaires, toutes les armes lourdes, mais si on n'est pas d'abord sérieux, il sera toujours difficile de gagner cette guerre à l'est du pays. Et qu'est-ce que vous proposez avec nous que d'abord, ce que nous prouvons proposer, c'est faire le nettoyage à fond dans notre armée. Non seulement faire le nettoyage à fond, ici nous ne sommes pas dans une posture de faiblesse. Nous sommes dans une posture de force. Nous pouvons également utiliser toutes les stratégies possibles. Vous êtes sans ignorer que dans le passé, on avait chassé. L'Angola ici avait chassé les Congolais. Brazzaville avait chassé les Congolais. Nous pouvons également le faire parce que nous sommes le seul pays qui est régi par la bonté, un pays laïque où on peut tout accepter. Si vous faites de très bonnes enquêtes, vous allez comprendre que... Rapidement. À Mitwaba, il y a les Rwandais. Et Tanganyika, il y a les Rwandais. À Chikapa, il y a les Rwandais. Ici, d'abord, à Kipushi, il y a les Rwandais. Le président, on n'a pas le problème avec le Rwandais. On n'a pas de problème avec un régime. Mais Voilà. une façon de faire également la pression, nous pouvons également les refouler. Non. C'est notre droit. Écoutez, Rapidement. lorsque on dit c'est notre droit, une façon de faire aussi la pression à la même communauté internationale, parce que si nous les refoulons, la communauté internationale va lever les tons. Pourquoi la RDC peut refouler les Rwandais? Mais lorsqu'on tue à l'est du pays, la communauté internationale ne lève pas les tons parce que la vie d'un Congolais ne vaut absolument rien devant la vie d'un Ukrainien. L'OTAN a mis tous les moyens possibles. Voilà, merci. Et lorsque vous regardez la guerre Russie-Ukraine, l'OTAN a mis tous les moyens possibles. Et lorsque vous estimez le budget, c'est plus de 100 milliards de dollars que l'OTAN a financé à l'Ukraine. Mais l'Ukraine jusque-là est toujours faible. Et l'Ukraine reconnaît la force de la Russie. Merci. Si aujourd'hui, nous constatons que la voie diplomatique n'arrive pas à prendre de bons résultats, nous allons utiliser toutes les stratégies possibles pour contrer l'homme blanc, les Rwandais ou les Rwandais à se plier. Nous sommes une grande nation quand même. Monsieur Lorsque vous lisez l'article 1 de notre Constitution, l'article 1 est clair. Le Congo est uni. Il est indivisible. Merci. Mais c'est la souveraineté nationale qui est violée par Paul Kagame, par la mauvaise foi. Non seulement par la mauvaise foi, parce qu'il est au service de l'homme blanc, les multinationales et la communauté internationale qui viole, qui pille les minéraux de la République démocratique du Congo. Voilà, République démocratique du Congo. La question, la deuxième, en tout cas de ce numéro d'ici direct, c'est nous allons nous interroger si l'Église catholique devient-elle la seule opposition face au régime de Félix Tshisekedi. L'on remarque depuis un temps un peu que M. Moïse Katumbi, qui a pris, il est en retrait. M. Martin Fayulu semble aussi s'écarter du débat. L'exemple, c'est sur la levée du moratoire sur l'exécution des peines de mort en République démocratique du Congo par les gouvernements congolais. On a plus entendu la voix de l'Église catholique par Fridolin Ambongo. Qu'est devenue donc cette opposition congolaise? Monsieur Jérémy Banza, vous êtes communicateur de Nouvel Élan. Vous nous confirmez que Nouvel Élan est dans l'opposition? Généralement, on pose cette question. J'aimerais beaucoup plus nous ramener à ce qui est les fondamentaux. Premièrement, c'est que l'opposition en République démocratique du Congo est constitutionnelle. On regarde son article 8 et qui est beaucoup plus renchéri par la loi du 4 décembre 2007. Et l'opposition, au travers de ces droits, la Constitution a même sacralisé les droits de l'opposition. La minorité, oui. Effectivement, bon, déjà quand on parle
de la minorité. Tout à fait, oui. On fait allusion toujours à l'opposition. Voilà. Alors, mais ce qu'il faut noter ici, que Nouvelle-Élan, jusqu'à preuve du contraire, parce que déjà, il faut le noter ici que nous avons un gouvernement sortant qui expédie les affaires courantes. C'est-à-dire, en quelque sorte, ce gouvernement n'exécute pas son plan gouvernemental du quinquennat passé. C'est-à-dire ici, pour être opposant, on est opposant face à un programme gouvernemental. Et le programme gouvernemental, du moment où il sera adopté, notamment après la sortie, la nomination du Premier ministre et son gouvernement, et que tout parti politique ou regroupement politique qui ne cogère pas, qui ne partage pas les responsabilités exécutives, c'est ces partis ou regroupements politiques qui se retrouvent dans l'opposition. Mais maintenant, dans les cas d'espèce, il n'y a ni opposition ni majorité. Ah, pour l'instant. Oui, à ce stade, il n'y a ni opposition ni majorité. Pourquoi? Parce qu'on ne s'oppose que au programme gouvernemental. Pas autre chose, vous voyez. Et donc, ici, déjà, la posture de Nouvelle-Élan, vous allez la comprendre que déjà que quand on veut être opposant ou on ne veut pas, faire partie de la majorité, il y a une déclaration. Ça, c'est prévu par la loi de 2007 sous l'opposition. Et donc, là, c'est clair. Mais maintenant, à ce stade ici, je crois que peut-être vous faisiez allusion à certains politiques que nous connaissons. Vous avez cité, voilà. Ici, Moïse Katumbi en retrait. Il ne parle presque pas. Voilà. C'est même ça la logique. Déjà qu'aujourd'hui, à l'époque, on nous a vanté une forme d'opposition qui n'était pas une opposition, mais qui était autre chose que l'opposition. Parce que l'opposition, au regard de cette loi, parce que cette loi date depuis 2007, mais malheureusement, on se posait une question, est-ce que certains qui ne cogéraient pas, qui ne partageaient pas les responsabilités avec le pouvoir, lisaient cette loi ou pas? C'était même l'image, la finalité qu'on a donnée aujourd'hui à l'opposition. C'est-à-dire, quand vous êtes de l'autre côté, vous devez notamment commencer à produire des actes de fait, notamment procéder par des insultes, par brûler, ainsi de suite. Ce qui n'était pas digne de la République démocratique du Congo, parce qu'il faut le noter ici que l'opposition vient renchérir la démocratie au regard de l'article 10 qui a consacré le pluralisme politique. Mais maintenant, à ce niveau, si les personnalités que vous venez de citer, ils ont battu retraite, notamment pour observer ce que je vous ai dit, notamment, on ne va pas s'opposer sur quoi. Il n'y a pas de programme. Donc, il faut qu'il y ait un programme qui sera soutenu par le gouvernement devant l'Assemblée nationale et que celui-ci est adopté et qu'éventuellement il est nommé. Et c'est sur base de ça que l'opposition va commencer ou continuer pour maintenant critiquer, parce que c'est ça l'erreur de l'opposition, critiquer et proposer. Voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'informateur Augustin Kabouya a fini son travail. Donc, on attend. Donc, le gouvernement viendra très prochainement. Je crois que M. Ramsès peut me confirmer que le gouvernement viendra. Est-ce que vous avez aussi l'impression que l'opposition congolaise est par moments en perte de vitesse, en ordre un peu de désordre, de pagaille? On ne sait pas qui tient la parole aujourd'hui, puisque tout le monde semble un tout petit peu s'écarter du débat public. Et donc, tout ce qu'on disait dans le passé, ça vient de se confirmer, parce qu'on n'a jamais cessé de dire que l'opposition n'existait pas dans notre pays. Aussitôt, l'UDPS au pouvoir, l'opposition n'existera pas. Ça, c'était la pensée du sphinx de l'IMTP à son âme, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Il avait dit, lorsque l'UDPS sera au pouvoir, il n'y aura plus de l'opposition dans ces pays. Et donc, ce n'est pas du nouveau. Si aujourd'hui, l'Église catholique, à travers Ambongo et Cholet, semble être des opposants de Félix Antoine Tshisekedi, c'est leur droit. Mais à un certain moment, nous avons également l'obligation de les rappeler leur mission régalienne. Si aujourd'hui, l'Église catholique pense être du côté des opprimés, moi je pense que l'Église catholique devait mettre également la pression au gouvernement congolais afin que le gouvernement mette les moyens nécessaires pour la guerre à l'est du pays. Il y a les règlements d'ordre intérieur qu'on a élaboré au niveau de l'Assemblée nationale. Lorsque vous lisez du début jusqu'à la fin, vous allez comprendre qu'à un certain moment, nous-mêmes, nous sommes de mauvaise foi.
Et si donc nous sommes de mauvaise foi, nous ne voulons pas que le pays décolle. Et le rôle d'abord de l'opposition, tel que M. Jérémy venait de le dire, critiquer et proposer. Oui. Mais si l'opposition n'existe pas, qui va critiquer, qui va proposer? Donc vous pensez qu'il y a des scandales? Même tous les opposants, ils se sont cafouillés au sein de l'Union sacrée pour avoir les positionnements et les intérêts personnels. Et nous disons ceci. Cette culture-là de patriotisme et nationalisme est partie où? Parce que quand on court derrière les intérêts personnels, on ne travaille pas pour la République. C'est pour cela, vous avez vu les tohu-bohu au niveau de l'Assemblée nationale. Toutes les têtes là, toutes les personnalités veulent gérer l'Assemblée nationale. Et donc, si Ambongo, si Cholé, ils deviennent des opposants, mais ils doivent beaucoup plus orienter leur opposition dans le sens que l'homme congolais trouve intérêt. Et non que leur opposition aille dans le sens afin qu'on les appelle, parce que nous savons comment est-ce qu'il fonctionne, l'Église catholique fonctionne. Elle est toujours du côté de la population. L'Église catholique n'a jamais été du côté de la population. Elle est toujours du côté de la population. Elle n'a jamais été du côté de la population. L'Église catholique court derrière ses propres intérêts. Si vous regardez très bien, à cette question-là, l'Église catholique, les prélats catholiques sont divisés. Il y a ceux-là qui disent oui, il y a ceux-là qui disent non à toutes les paroles ou les déclarations de Ambongo et Cholé. Il y a ceux-là qui sont d'accord et il y a ceux-là qui ne sont pas d'accord. Et d'ailleurs, il est à préciser que ces déclarations-là ne se faites pas au nom de l'Église catholique, mais c'est au nom de la Senko. Or, la Senko, ce n'est pas l'Église. Et donc, on doit faire la part des choses. Comme ils le font au nom de la Senko, c'est-à-dire que derrière ces déclarations, ils cherchent à avoir certains intérêts. Moi, je me dis qu'Ambongo, que Cholé, qu'il crée les partis politiques, parce que c'est reconnu. Même la Constitution reconnaît ça à son article 6. Qu'ils créent leur propre parti politique. Et à ce moment-là, ils peuvent faire l'opposition ouverte au lieu de faire l'opposition fermée. Mais la seule recommandation que je donne à Ambongo et Cholé, s'ils veulent que nous également nous puissions les appuyer, qu'ils défendent ceux-là qui meurent à l'est du pays. Ils le font. En faisant beaucoup plus le bruit au niveau international, passant par le Vatican, afin que toutes ces structures-là nous aident dans la restauration de la paix à l'est du pays. 30 secondes pour répondre. Tous les opposants se sont cafouillés pour rencontrer l'informateur. C'est quand même une démarche patriotique d'un homme politique. Déjà que à ce niveau-là, peut-être ceux qui sont de l'autre côté ne comprennent pas que quand il s'agit de faire une démarche qui est tout à fait républicaine, d'identifier une coalition majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, il faut en quelque sorte au fait, faire la part des choses entre départir ces personnalités de leur couleur politique ou leur obédience politique et quand ils sont parlementaires. Parce que du moment où ils sont là-bas, c'est peut-être par faiblesse des langages que nous n'arrivons pas à comprendre. Ils sont là en représentation de la population ou du peuple congolais. Ils n'ont pas en représentation de leurs propres intérêts, ni en représentation de leur parti politique. Vous voyez? Donc ce qui fait que c'est tout à fait naturel. Parce que ça s'est passé en 2018, en 2011, voire même en 2006. Lorsqu'il faut identifier une coalition, on consulte tout le monde. Opposition tout comme majorité, bon, dans l'ancienne casquette, vous voyez. Donc, ce qui fait, est-ce que c'est tout à fait normal? Alors, si on dit ici que, comme j'apprends, que voilà, tout le monde se cafouille, ne sait pas derrière. En tout cas, c'est l'information qu'il a. Moi, je n'ai pas cette information à ce stade. Ce que je sais, c'est que toute personnalité politique essaye de faire la mission qu'il doit faire pour permettre à ce que les intérêts de la population soient défendus. Monsieur Ramsès Mouteba, apparemment l'Union sacrée est à bord de l'implosion, surtout quand on évoque l'Assemblée nationale. Vous avez aussi 30 secondes pour répondre. Merci beaucoup. Et donc, nous, on s'est préparé déjà à ça parce qu'on savait qu'un jour, ça viendra. Pourquoi? Ça vient de confirmer même ce que j'avais dit. Aujourd'hui, la plupart, ils cherchent leurs propres intérêts. On ne peut pas également prétendre défendre l'intérêt de la population congolaise
au moment où on cherche d'abord les propres intérêts avant. On ne sert pas le pays en étant toujours président de l'Assemblée nationale, président du Sénat, en étant toujours ministre. On peut servir le pays d'une manière ou d'une autre, en respectant bien sûr les droits et intérêts de la population congolaise. Tout ce qui se passe là, l'implosion, la population gagne quoi en ça? Et en plus de cela, les têtes qui se cafouillent pour être président de l'Assemblée, ainsi de suite. Les peuples gagnent quoi? C'est la question majeure qu'on se pose. C'est pour cela. C'est la question que la population peut poser à l'Union sacrée. Non, pas à l'Union sacrée. Parce qu'au sein de l'Union sacrée, vous avez vu vous-même, il y a la création de plateformes. Il y a la création de PCR, il y a ceci, cela. Moi, je me dis, pourquoi cette précipitation? En besoin, si on prétend être représentant du peuple, bien sûr, la constitution est claire. Lorsque nous les accordons les mandats, lorsque le peuple accorde les mandats aux élus, c'est pour nous représenter. Mais ce qui se fait en aval, ce n'est pas nous représenter. Ils sont derrière leurs propres intérêts. La question majeure qu'on se pose, aujourd'hui, il y a ces députés-là qui prétendent gagner 33 000 $, 21 000 $. Mais les peuples congolais gagnent quoi? Merci, les monsieur. SMIC de la population congolaise est à combien? C'est pour cela que nous les rappelons à prendre la conscience que l'opposition également fasse son travail comme il se doit. Et toutes ces propositions qui peuvent provenir de l'opposition, c'est pour rencontrer les besoins de la population congolaise, que l'homme congolais se retrouve. Allez, on va passer à la séance carton pour finir. Allez, on va finir, monsieur. Je rappelle que je suis avec monsieur Ramsès Mouteba ainsi que monsieur Jérémy Banza. Séance carton, on commence avec vous, monsieur Jérémy Banza. Je prends le carton jaune. Les jaunes, l'avertissement. Effectivement, l'avertissement qui s'adresse effectivement à la communauté internationale, qui déjà que c'est clair, parce que déjà au travers ces négociations qui sont en cours entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, et le Rwanda a avoué que effectivement il y a des soi-disant forces FDLR qui menacent son territoire. C'est comme ça que le Rwanda a envoyé des troupes étrangères sous le sol congolais. Donc ça, c'est une preuve patente et que la communauté internationale puisse tirer les conséquences. Monsieur Ramsès Mouteba, votre carton. Je donne les cartons rouges à Paul Kagame. Pourquoi je donne les cartons rouges? Parce que, vous savez, chaque chose a un début et une fin. Aujourd'hui, c'est l'homme congolais qui pleure. C'est le sang du Congolais qui coule. Et donc, si on regarde par rapport à tout ce qu'il a fait dans notre pays, ça donne les larmes aux yeux. Toutes les familles qui peinent à l'est du pays. Et il y a certaines familles où ils ont perdu les parents, les grands-parents. Ils sont seuls et vivent dans une vie extrêmement dure et horrible. C'est pour cela que nous disons à Paul Kagame qu'il va mal finir plus que même Hitler. Parce que trop, c'est trop. Nous sommes fatigués par rapport aux tueries qui se passent à l'est du pays. Non seulement à l'est du pays, vous avez suivi même la déclaration de Corneille Nangaa. Il a dit, nous allons prendre Goma, nous allons prendre Katanga, les deux Kasaï, ainsi de suite. Tous ceux qui sont au service du Rwanda, je vous donne les cartons rouges. Votre vie, vous allez pleurer bientôt. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis de partout dans 4 minutes. Ma montre faisant foi, vous allez suivre la grande édition du journal. Restez curieux en suivant nos programmes et au revoir. Thank you.